Et oui, les vacances, c'est fini. Bonne nouvelle, n'en déplaise à Jean Becker et à ses artistes stars, Isabelle Adjani et Alain Souchon. L'été n'a pas été meurtrier, pas de gel de la liquidité sur les fonds monétaires comme il y a 10 ans, c'était en 2007, au début de la crise des subprimes. Pas de krach boursier en Chine comme en 2015, l'heure de la rentrée a sonné. L'occasion pour nous de faire le point sur les marchés avec ce premier chat de l'année, chat intitulé Macro, géopolitique, marché. Et maintenant, un chat qui, comme l'an dernier, Georges Delataille, sera résolument interactif. Exactement, Jean-François, on ne change pas. Vous pouvez toujours poser toutes les questions que vous voulez. Il y a toujours la zone sous la vidéo. Vous posez les questions dedans et les questions nous arrivent en direct et on se fera un plaisir de les relayer tout au long du chat. Voilà, la règle du jeu est donnée. Il ne me reste plus, comme dans les bonnes tables, qu'à vous présenter le menu du jour. Naturellement, la rentrée nous donnera l'occasion de faire un bilan sur ce qui s'est passé en ce début d'année 2017. Comment ensuite ne pas s'interroger sur l'avenir des politiques monétaires qui ont fait la pluie et le beau temps sur les marchés pendant de longs mois et de longues années. Évidemment, la situation géopolitique et politique sera aussi dans notre actualité. Et puis, parce que notre ambition est d'être éminemment pratique, nous verrons comment mettre en œuvre en musique les anticipations actuelles avec un zoom sur les choix d'investissement faits sur la gamme CPR Croissance. Voilà, l'heure est venue de se mettre à table. L'heure est venue de ce premier question de patrimoine de la saison. Jingle. Question de patrimoine avec CPR Asset Management et nos deux invités. Elle a fait toute sa carrière chez CPR, à l'intermédiation, à la banque ensuite, et puis désormais à l'Asset Management, où elle est désormais co-responsable des études et de la stratégie. Bonjour Laetitia Baldeschi. Bonjour. Nous avons aussi en plateau un autre pilier de CPR Asset Management, le directeur de la gestion diversifiée, qui est aussi un des piliers de notre plateau, parce que nous avons eu la joie de vous avoir à de très nombreuses reprises, avec toujours une grande transparence, donc jamais la langue dans votre poche. Donc bonjour Malik, et j'espère que vous serez aussi transparent aujourd'hui. Toujours. Bien, chose promise, chose due, on attaque donc par notre premier sujet, le point sur ce qui s'est passé depuis le début de cette année 2017. Pourquoi? Parce que vous aviez ouvert le bal en 2017 avec le premier chat de l'année. Laetitia, si je vous demandais de résumer ce premier semestre et un peu plus en 3 mots, vous me diriez quoi? Croissance confirmée, renforcée. Problématique de devise de nouveau, avec cet effondrement du dollar aussi rapide et non prévu. Et puis des banquiers centraux qui tentent de gérer l'absence de regain d'inflation que l'on attendait sur l'année 2017. Alors, on va, si vous le voulez bien, commencer par le sujet de la croissance. On est en phase d'accélération au niveau mondial ou pas? Oui, en tout cas le FMI le dit. On a une croissance qui s'est renforcée sur la zone euro de façon non négligeable, mais également sur l'ensemble du monde émergent, au Japon, alors qu'on était un peu inquiet sur le Japon, et finalement aux États-Unis, où c'est peut-être l'élément le plus décevant, avec une croissance qui reste autour de 2% et qui n'évolue pas plus. Autrement dit, ça veut dire qu'on est en train d'avoir une rotation quelque part géographique de la croissance. Les États-Unis qui ont tiré le monde pendant de longues années sont plutôt en retrait actuellement? Je ne dirais pas en retrait, mais globalement, leur impact sur la croissance mondiale est un petit peu moins vigoureux. D'accord. Malik, question. La croissance, ça a un effet normalement pour les actions. C'est une amélioration des bénéfices. On le constate aujourd'hui, la dynamique est bonne ou pas? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, si vous permettez, avoir une petite pensée pour Jean-Pierre, avec qui nous avons travaillé pendant de longues années, et je vous souhaite le meilleur puisque vous reprenez la suite. Voilà, alors la croissance est un élément moteur, bien sûr, de la poursuite de la progression des indices actions notamment. Et comme le disait Laetitia, cette croissance est aujourd'hui un peu plus équilibrée qu'elle n'était par le passé, puisqu'on a le rebond des économies émergentes, on a le rebond des actions européennes. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde presque, entre guillemets, parfait. C'est-à-dire une croissance qui accélère, mais une inflation qui stagne. Ce qui permet justement aux consommateurs de toujours avoir un certain pouvoir d'achat qui lui permet de consommer et d'alimenter la demande interne. C'est ce qu'on remarque dans l'ensemble des économies mondiales à l'heure actuelle.
Donc l'effet croissance, il est là, il est réel, et ce qui porte les marchés depuis 6 mois. Alors, est-ce que l'effet croissance, il a des répercussions sur les bénéfices des entreprises? Autrement dit, est-ce qu'aujourd'hui le consensus est plutôt révisé à la hausse ou est-ce qu'on a fait comme d'habitude? C'est-à-dire qu'on démarre en début d'année en se disant UKD, UKIDA, ça va monter, et puis on passe l'année à réviser les bénéfices à la baisse. Écoutez, ce qui est exceptionnel pour cette année 2017, c'est qu'on a révisé à la hausse la croissance économique depuis le début de l'année et on a révisé à la hausse la croissance des bénéfices. C'est la première fois, notamment en Europe, on a commencé à un certain niveau et on n'a fait qu'augmenter les perspectives de bénéfices attendues. On a eu un petit hic au cours du mois d'été avec des petites révisions baissières, on y reviendra, dues à l'appréciation de l'euro, notamment sur le marché européen. Mais vous avez une synchronisation à la fois au niveau de la croissance économique mondiale et une synchronisation à la fois au niveau des bénéfices. C'est la première fois depuis longtemps, depuis la crise de 2008, qu'on a des croissances bénéficiaires attendues pour les entreprises à 2 chiffres dans l'ensemble des régions mondiales, c'est-à-dire USA, Europe, émergents et même Japon, avec le Japon qui caracole largement en tête. Laetitia, sur ça peut, les émergents reviennent un peu de nulle part. On annonçait que ça allait pas, il y avait d'énormes inquiétudes sur la Chine. Là encore, votre discours est plutôt positif. Vous considérez qu'on a plutôt des bonnes nouvelles? On a plutôt un environnement qui est favorable, effectivement. Alors, pour notre part, chez CPR, nous ne pensions pas qu'il y avait un effondrement à attendre de la Chine rapidement. Et donc, on a eu, sur ce point-là, en tout cas, raison. C'est-à-dire que la Chine affiche un taux de croissance qui est stable et qui, donc, apporte un élément important de stabilité pour l'ensemble des émergents, puisqu'on sait qu'il y a une grande interactivité maintenant de toutes ces économies. Il faut croire les chiffres chinois ou pas? Mais on s'en fout. Non, mais, je dirais, franchement... c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est l'évolution. Ils sont pas plus justes aujourd'hui. C'est l'évolution du mensonge. Oui, ils sont pas plus justes aujourd'hui ou faux aujourd'hui qu'hier. Ils ont toujours été faux. On le sait bien. Maintenant, ce qui compte, je dirais, c'est l'évolution. Donc, bon, que ce soit 6,9 ou 5,4, finalement, c'est pas grave. L'important, c'est de voir ce que ça importe, ce que ça amène comme commerce, comme échange dans le reste du monde. Or, on voit bien que la Chine est moteur dans ces échanges. La part des imports, des exports chinois tire le reste du monde. Donc, globalement, la Chine va bien. Sinon, il y aurait un problème. Bien. On vient de faire un point macro en disant que ça allait mieux. Moi, j'ai le souvenir des discours qu'il y avait en début d'année. Il y avait un discours sur le change, c'était le dollar. Et tout le monde nous disait, Trump arrive, UKD, UKIDA, plan de relance, politique inflationniste. Il y a un truc qui est sûr en 2017, c'est que le dollar va s'apprécier face à l'euro. On a une très jolie courbe quand on la regarde. Finalement, depuis que Trump est arrivé, le dollar n'a fait que se déprécier. Pourquoi ? Eh bien, ça, clairement, l'effet Trump, mais dans l'autre sens, je dirais. On a évidemment, au moment de l'élection, on a surestimé ses capacités à vouloir... On ne l'aimait pas, mais on y a cru. On y a cru, les marchés y ont cru. Quelques heures après son élection, c'était le bonheur absolu, alors que c'était la crainte absolue quelques heures avant. Donc on voit bien qu'il y a eu un effet de surévaluation très nette de ce qu'il était capable ou ce qu'il pourrait faire, notamment en termes de réforme fiscale, de plans d'investissement en infrastructure et autres. Bon, et puis il y a eu la réalité des faits. Et donc on a bien vu au fur et à mesure que tout ce qu'il avait annoncé, il avait beau parler, tweeter dans tous les sens, derrière, rien ne se passait. Et donc, c'est un effet de déception petit à petit, clairement, qui s'est traduit. Alors, donc, il y a plus immobile que les hommes politiques français, il y a Donald Trump. Alors, il est immobile, il est différent de l'homme politique français qui ne tweete pas, lui. Donc voilà, après, bon, il ne faudrait peut-être pas leur suggérer non plus, hein, ce n'est pas forcément une très très bonne idée. Mais clairement, il a je dirais qu'il a accentué la problématique, puisque là, il ne pourrait pas avoir une meilleure situation. Il a un Congrès qui est de son côté, qui est républicain. On pensait tous qu'il arriverait à faire passer un minimum de choses. Or, on se rend compte que Trump et les républicains, ce n'est pas forcément une histoire d'amour. Malik, dans cet environnement de reprise de la croissance économique, en dépit de cette baisse de l'or, quand on regarde les performances des marchés actions, globalement, en monnaie locale, ils se sont plutôt pas trop mal comportés depuis le début de l'année. En monnaie locale, les performances sont très satisfaisantes. Par contre, pour l'investisseur européen, les performances sont moins encourageantes, puisque l'appréciation de l'euro face aux principales devises, pas uniquement face au dollar, hein, face à l'ensemble des devises mondiales, grève un peu la performance finale. Mais ce qui est intéressant sur le graphe que vous montrez, vous voyez que l'appréciation
de l'euro face au dollar a accéléré à partir du mois de mai-juin, qui correspond au premier rejet de la réforme la réforme de la loi de santé aux États-Unis. Et c'est à partir de là que les investisseurs se sont dit ça ne va pas être aussi simple que ça. Tout ce qui a été promis ne va pas passer aussi rapidement. Et c'est là qu'il y a eu une désaffection par rapport au dollar. Il ne faut pas aussi mettre de côté qu'en même temps, on a eu une embellie du côté de la zone euro au niveau des statistiques économiques. Ce qui a redonné du tonus à l'euro, sachant que le risque politique avait totalement disparu aussi. Question, y a-t-il un lien entre l'évolution du dollar et les politiques des banques centrales, selon vous? Oui, c'est en tout cas ce que l'histoire récente nous avait montré, puisque depuis 2014, la mise en œuvre du QE de la Banque Centrale Européenne avait fait que le bilan de la Banque Centrale Européenne s'accroissait, donc plus de liquidités dans le marché. Alors là on a une courbe qui est d'ailleurs très intéressante. La courbe rouge, je précise, pour les gens qui nous regardent, c'est le ratio entre le bilan de la Réserve fédérale et le bilan de la Banque Centrale Européenne. Tout à fait. Donc globalement, on se trouvait, donc la Fed avait terminé son tapering, donc la fin de a arrêté d'acheter des titres, ne faisait que réinvestir les titres qui arrivaient à échéance dans son bilan, au bilan. Et en face de ça, vous avez une Banque Centrale Européenne qui achète 80 milliards de titres par mois. Donc forcément, un bilan qui s'accroît. Et donc globalement, vous avez un rapport de liquidité qui s'inverse. Et donc ça vient plus de liquidité en euros. Donc ça vient affaiblir l'euro face au dollar. Et c'est tout ce qu'on a vu tout au long des années, donc 2015-2016. Et puis, début 2017, les choses se sont un peu arrêtées. Et on le voit bien sur la courbe, sur le graphique derrière. On voit tout à fait le décrochage. Le cours l'euro-dollar ne suit plus la courbe du rapport des banques centrales et part à la hausse. Et là, on ne peut plus interpréter de la même façon l'évolution du change. Clairement, pour autant, la situation n'a pas changé. On continue d'avoir une banque centrale européenne qui, certes, achète moins de titres, mais elle continue d'en acheter 60 milliards par mois. Pardon d'être provoque pour l'économiste que vous êtes, mais est-ce que finalement la réalité du dollar, c'est pas simplement le dollar il baisse quand ça arrange les États-Unis, donc il n'y a pas de plan de relance aux États-Unis, on a besoin de faire baisser le dollar, donc le dollar il baisse, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand les Américains ont besoin de relancer leur activité économique, qu'est-ce qu'ils font? Ils font baisser le dollar. Alors, je n'irai pas jusque-là, hein, ils font baisser... Ils font ce qu'ils peuvent et le dollar, c'est quand même une monnaie de réserve internationale, donc ils n'ont plus non plus complètement la main dessus. Et deuxièmement, on sait que l'économie américaine n'est pas forcément si sensible que ça. Enfin, immédiatement, la part de l'exportation sur le PIB est assez modeste. Donc les États-Unis n'ont pas besoin de ce soutien supplémentaire. Ce n'est pas ça qui leur apporte leur croissance, c'est la relance de la consommation. C'est la consommation de ces côtés hausse de salaire et distribution de pouvoir d'achat. Parfait. Georges, les questions, première question d'internaute sur cette première partie. Pour résumer, il y a un point qui intéresse beaucoup les internautes. Ils disent au mois de mai, il y a un nouvel président qui arrive en France. Normalement, un grand regain de confiance. Et en réalité, les marchés ont flanché. On nous dit même, comme chaque année, sell in May and go away. Et du coup, comment est-ce que vous analysez cette chute des marchés français? Malik. Sell in May and go away, ça s'est vérifié uniquement pour les marchés européens. Et la baisse que l'on a vu sur les marchés européens principalement, puisqu'au mois d'avril on était au plus haut, on a baissé d'à peu près 5%, est un lien direct avec l'appréciation de l'euro. Les investisseurs se sont dit qu'une appréciation trop rapide de l'euro viendrait contrarier la reprise constatée des bénéfices des entreprises et viendrait grever aussi la croissance économique à horizon 6 mois de 0,3 points. En théorie, on dit que 10% d'appréciation de l'euro, ça a comme impact une baisse de 5% des bénéfices attendus à venir et de 0 à 0,4 points de PIB de croissance. Donc, ils se sont inquiétés pour ça. Mais là, on a montré que l'appréciation de l'euro face au dollar. Mais lorsque vous prenez le taux de change effectif de l'euro par rapport à un ensemble de devises, l'appréciation est bien moindre. L'euro s'est apprécié de 14% depuis le début de l'année par rapport au dollar et seulement 6% en taux de change effectif. Donc l'impact sur les bénéfices, il sera beaucoup moins important. Et là, je pense que le marché se trompe. Il y a un potentiel encore sur la zone euro parce que la croissance est soutenue, la demande interne est soutenue et l'effet change sera bien moindre que ne l'anticipent la plupart des investisseurs. Question pratique sur vos résultats de la gamme CPR Croissance depuis le début de l'année. On est peu ou prou étal. Oui. Plus ou moins, il y en a qui sont un peu positifs, d'autres qui sont un peu négatifs. Comment expliquer cette performance?
Cette performance, c'est nous aussi, parce qu'on a mal vu l'appréciation, l'envolée de l'euro. On ne l'avait pas dans nos scénarios. Donc c'est le dollar qui vous coûte en performance. Oui, parce qu'on était exposé sur le marché américain, on n'était pas couvert. Et on avait une exposition qu'on avait relevée à partir du mois d'avril-mai, justement, avec la disparition des incertitudes politiques en Europe, nos expositions à la zone euro. Et on n'a pas bénéficié de ce relèvement de cette exposition puisque les marchés ont baissé. Mais l'effet change est vraiment primordial dans ce qui s'est passé sur la gamme croissance. Parfait. Je vous propose tout de suite de passer à la suite pour parler de politique monétaire. Jingle. Question de patrimoine avec CPRM et Laetitia Baldeschi et Malik Hadouk. Parlons donc de politique monétaire. Il y avait un rendez-vous fin août à Jackson Hole. J'ai un peu le sentiment, et d'ailleurs j'ai vu que mes camarades du Point suivaient un peu, que Jackson Hole, ça a été une déception. On n'a rien appris. Ça a été votre sentiment, Laetitia Baldeschi? Alors moi, je n'étais pas déçue parce que je n'attendais rien. Donc voilà. Je crois qu'on surinterprète toujours ce rendez-vous. 2 fois dans l'histoire récente, il y a eu une communication un petit peu plus claire qui était dirigée pour expliquer un peu l'avenir de la politique monétaire. Mais traditionnellement, Jackson Hole, c'est un rendez-vous de banquiers centraux qui discutent de problématiques de fonds, de discours de banquiers centraux. Donc grosso modo, ça veut dire qu'ils se réunissent dans un trou sur des sujets qui n'intéressent personne. Qui les intéressent. Alors ils peuvent, si, ça intéresse les économistes du monde entier. Mais je dirais que l'impact en termes de marché immédiat me semble être très limité. Et encore une fois, cette année, on les a attendus. Voilà. Et les marchés ont été un peu déçus. Bon, après, ils sont passés à autre chose. Où va la politique monétaire américaine? On commence par là. Alors, la politique monétaire américaine, pardon. Effectivement, nous, on attend dès la prochaine réunion l'annonce de la réduction du bilan. C'est-à-dire que maintenant, petit à petit, la Réserve fédérale ne va plus réinvestir systématiquement toutes les tombées. Donc, tous les titres qui arrivent à échéance dans son bilan ne seront pas systématiquement réinvestis. Alors, elle va faire ça très graduellement. Elle a annoncé ça. Donc, elle va commencer ce mouvement-là d'ici la fin de l'année. Donc, pour nous, elle devrait l'annoncer en septembre et mettre en place la chose à partir du mois d'octobre. Donc 10 milliards de moins par mois, ça sera globalement relativement insensible au départ sur les marchés. Il y a une question qui se pose. Y aura-t-il ou non une hausse des taux au mois de décembre? Alors, nous continuons chez CPR à attendre cette hausse de taux en décembre parce que nous pensons que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec un taux court réel qui reste négatif alors que l'économie est quand même autour de 2%, qu'on a une inflation autour d'1,5%, il y a tout ce qu'il faut pour que le taux court, en tout cas, remonte un petit peu. Ok, donc ce que vous nous annoncez, c'est réduction progressive du bilan aux États-Unis, légère hausse des taux au mois de décembre. Sur la BCE, Malik, ça continue d'être la fête ou on se dit que Mario va nous réserver de mauvaises surprises? On va savoir ça très vite puisque jeudi, la BCE se réunit et elle fait face à un dilemme. La croissance est de retour, les fondamentaux sont bons. Par contre, l'inflation n'est pas du tout au rendez-vous. Et l'appréciation de l'euro, l'appréciation récente de l'euro, ne va pas favoriser ce retour de l'inflation aussi rapidement qu'elle ne le pensait. Donc, que peut faire la BCE? Soit elle annonce qu'elle attend encore pour pouvoir annoncer elle aussi sa réduction d'achat d'actifs, soit elle maintient sa politique qu'elle avait préannoncée un petit peu avec les fuites de Draghi et de certains banquiers centraux, où elle poursuit sur ce qu'elle avait préannoncé, c'est-à-dire elle va mettre en place une réduction des achats d'actifs de 20 milliards. Cela aura pour conséquence, ce n'est pas attendu par le marché, cela aura pour conséquence une envolée de l'euro, à nouveau. Donc ça viendrait contrecarrer ces objectifs d'inflation. Donc il nous semble quand même que voilà, c'est compliqué. Laetitia, pour être provoque, est-ce que finalement parler d'inflation d'un point de vue macroéconomique aujourd'hui, c'est pas être old school? Il n'y a plus d'inflation dans une économie mondialisée et financiarisée. La théorie qui consiste à dire on met de la monnaie, ça fait de l'inflation. On le voit bien, ça marche pas. Il n'y a plus, c'est peut-être s'avancer. Pour le moment, effectivement, on constate que l'évolution des salaires reste très modérée malgré l'amélioration du marché du travail, qu'il y a des effets structurels sur l'ensemble qu'on peut observer au Japon, aux États-Unis, et bon, pas encore en zone euro parce qu'on n'est pas dans cette phase du cycle, mais il y a des effets structurels qui font que tendanciellement les salaires progressent moins. Si les salaires progressent moins, l'inflation progresse moins, puisque c'est une part structurelle de l'inflation. Donc ça, à additionner à la
mondialisation, effectivement, au nouveau mode de consommation que l'on a tous aujourd'hui, tout ceci tire plutôt l'inflation vers le bas. Malik, l'impact de cette politique monétaire sur l'évolution des taux. On nous annonçait que les taux allaient flamber, ils ont monté, descendu, remonté, puis quasiment, si je regarde l'OAT 10 ans, on est au niveau qu'on connaissait au début de l'année. Vous voyez les choses comment, vous ? Le risque principal sur les marchés aujourd'hui, c'est vraiment les marchés de taux, parce qu'on est à des niveaux de taux qui sont artificiellement supportés par les banques centrales, alors que la réalité économique et financière voudrait qu'ils soient un peu plus élevés. Mais les investisseurs anticipent que les banquiers centraux vont continuer à maintenir une liquidité excédentaire sur le marché parce qu'ils ont été habitués à ça. Les investisseurs sont convaincus de l'économie de marché, du nom du Georges Marchais, le premier secrétaire du Parti communiste, qui faisait que comme au Japon, la courbe est complètement administrée. Oui, mais alors de plus en plus administrée depuis l'intervention des banques centrales suite à la crise financière de 2008. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est de comment sortir de cet environnement-là sans mettre à mal la liquidité et les marchés boursiers. Alors sur l'objectif d'inflation, la BCE a un objectif d'inflation. Si elle veut vraiment poursuivre, il faut qu'elle réduise cet objectif d'inflation. Elle dit que l'inflation, comme vous le mentionnez, n'est plus à 2, mais à 1,5. À ce moment-là, on comprendrait qu'elle retire de la liquidité. Mais si elle maintient cet objectif de 2%, aujourd'hui, il est difficilement inatteignable et il serait difficilement compréhensible, en tout cas de notre point de vue, de la voir annoncer une réduction, en tout cas au mois de septembre, lors de la réunion de jeudi, une réduction des achats d'actifs à venir. En même temps qu'elle annoncerait une révision à la baisse de ses prévisions d'inflation. Ce serait en termes de communication... Dernière question, ça va partir avec une réponse très rapide, s'il vous plaît, Laetitia Baldeschi. Janet Yellen doit quitter ses fonctions normalement en début d'année prochaine. Mario Draghi, c'est l'année d'après. Est-ce que ces changements de manager au niveau des banques centrales peuvent avoir des incidences sur les politiques monétaires ? Ça changera mécaniquement les équilibres au sein des boards des deux différentes réserves fédérales, banques centrales. Donc la réserve fédérale en premier lieu. Et tant que M. Trump est là et décide des nominations, effectivement, on peut se poser des questions sur l'avenir de la réserve fédérale. Donc, donc de sa politique monétaire. Sur l'Europe, je serais un peu plus confiante parce qu'il me semble qu'il y a plus de continuité et de sérénité au sein du board européen. Donc pour résumer, encore de la visibilité sur les politiques monétaires. L'heure est donc maintenant devenue de passer à la suite. Jingle. Question patrimoine avec CPR Asset Management avec Laetitia Baldeschi et Malik Haddouk. L'heure est donc venue parler de l'actualité politique et géopolitique. On attaque tout de suite la Corée. Est-ce que l'on est en situation ultra inquiétante ? Bien sûr, puisqu'on parle d'armes nucléaires, il me semble que c'est quand même quelque chose de majeur. On sent bien qu'il n'y a pas eu autant de tensions depuis très très longtemps, qu'on retrouve des niveaux d'agressivité entre les pays assez importants. Et on voit bien à l'ONU, au Conseil de sécurité, il y a quand même beaucoup de tensions entre la Russie, la Chine et le reste du monde. Et effectivement, cet équilibre, la place de la Chine dans cet environnement international, ça soulève beaucoup de choses et beaucoup d'inquiétudes. Je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver par un internaute d'un fan de Malik Haddouk. Georges. Et de vos probabilités. Malik, vous avez l'habitude de donner des probabilités à vos scénarios. Quelle probabilité sur une guerre en Corée ? Alors, ce n'est pas une probabilité sur une guerre en Corée, mais... comment vous l'avez pris en compte dans vos scénarios ? On l'a pris en compte dans un scénario de montée de l'aversion au risque dû à ces tensions géopolitiques, mais aussi aux tensions politiques internes aux États-Unis, dans le sens où Trump n'arriverait pas à mettre en place les réformes promises durant la campagne électorale, et notamment celle qui arrive assez rapidement, la réforme fiscale. Et là, on nous accorde une probabilité de 30% à ce scénario-là. Donc ce scénario-là, c'est un scénario plutôt négatif sur la plupart des classes d'actifs, avec une baisse marquée des actions. Et les risques politiques et géopolitiques sont plus défavorables aux actions qu'aux taux ? Oui, bien sûr. Ils sont favorables aux taux parce que ce sont les valeurs refuges par excellence. C'est favorable aussi à l'or qui va jouer son rôle de valeur refuge. Ça va être favorable aussi au yen. Voilà, on sait quelles sont les classes d'actifs qui devraient profiter de ces tensions-là.
Mais aujourd'hui, c'est un élément qu'on doit prendre en compte, même s'il est difficile de probabiliser une guerre nucléaire, même si personnellement, moi, je n'y crois pas, mais un dérapage est toujours possible. On voit bien que les personnalités sont quand même un peu particulières face à face, donc on est un peu plus inquiet. Ça veut dire quoi? C'est deux fous face à face? Non, je dis rien. Ok, on a justement, puisqu'on disait que c'était résolument interactif, vous nous avez parlé des États-Unis. Et justement, on nous parle de M. Trump et on nous dit est-ce que vous voyez une démission de sa part avant la fin de l'année? Et est-ce qu'une démission de sa part aurait un effet positif sur les marchés? Une démission d'ici la fin de l'année, ça paraît quand même compliqué, parce que la procédure d'impeachment, si elle devait se mettre en place, Pas forcément démission. qui le pousserait à S'il démissionner? démissionnait avant... Oui, s'il En l'occurrence, venait à démissionner par lui-même, c'est le scénario de lui-même. Ouais. non, je ne pense pas d'ici la fin de l'année, mais un départ de Trump pourrait avoir, oui, des répercussions positives sur le marché, parce que ça permettrait au Parti républicain de reprendre la main et de peut-être d'avancer sur les réformes. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une animosité en certains membres du Parti républicain et de Juste Trump. pour être un peu provoque, c'est qui a gagné l'élection présidentielle? C'est le Parti républicain ou c'est Trump? C'est Trump, vous avez raison. Mais c'est le Parti républicain qui dirige. Voilà. Et Et est-ce que c'est c'est là- pas tout le problème? Est-ce que c'est Oui, pas tout bien le problème entendu. d'élire un président qui n'est pas soutenu par un parti? C'est bien un des gros problèmes, et surtout sachant qu'en novembre 2018, on a de nouveau des élections. Donc la moitié, enfin beaucoup de personnes, notamment des républicains, vont devoir se resoumettre au suffrage universel. Donc ils n'ont pas les mains aussi libres qu'ils aimeraient avoir. Ok, si on regarde les risques géopolitiques et politiques en Europe, pas grand-chose. Angela Merkel, on considère qu'elle est réélue. Oui. Petite inquiétude italienne? Ou Pas tout de suite, pour surveiller. 2018, à surveiller, bien entendu. À surveiller, oui. Toujours la politique, avec le retour probable de Silvio Berlusconi et de nouvelles alliances, ça pourrait ramener un risque politique dans la zone euro. Mais il y a aussi, au mois d'octobre, le référendum En Catalogne. en Catalogne, mais qui est anticonstitutionnel dès le départ. Donc, je ne pense pas que ça... Il ne sera pas reconnu par l'Espagne. Voilà, il ne sera pas reconnu par ça, ni par les autorités européennes. Donc, ça ne Non, devrait de pas poser de problème particulier. Parfait. Montée donc des risques politiques et géopolitiques à suivre. C'est donc l'occasion de passer à la suite. Ça sera les allocations d'actifs aujourd'hui à adopter. Jingle. Question de patrimoine avec CPR Asset Management et Laetitia Baldeschi et Malik Hadouk. On en arrive donc à la dernière ligne droite. On a présenté un environnement où la croissance économique était plus favorable, avec malgré tout une montée des risques politiques et géopolitiques, notamment avec ce qui se passe en Corée et aux États-Unis. Première question relativement simple, Malik, aujourd'hui, est-ce que sur la gamme CPR Croissance qui est composée sur l'offre hors épargne salariale de 3 produits, vous êtes sur ou sous-investi en actions et en taux? Alors, clairement sous-investi en taux. Sur la partie action, on avait terminé le mois d'août avec une exposition assez agressive sur les deux fronts plus agressifs. Pour autant, il y a la réunion de la BCE ce jeudi. Donc, alors, quand vous dites plus agressif, on voit des chiffres là. Sur croissance défensive, vous pouvez monter jusqu'à 30%. Vous étiez fin août à 24,39%. Donc, c'est un vrai choix. C'était un vrai choix. oui, c'était un vrai choix, parce qu'on considérait que notamment la baisse des marchés européens avait été très rapide et d'une ampleur qui nous paraissait Non justifié. non justifiée compte tenu des fondamentaux à la fois macroéconomiques et microéconomiques. Pour autant, comme je disais, j'ai mentionné la réunion de la BCE jeudi. C'est un tournant, je pense, pour les marchés. Les marchés attendent beaucoup. Donc, comme on a une exposition assez marquée sur la zone euro, on a déjà commencé à protéger le portefeuille. Parce que si la BCE devait annoncer la poursuite de son programme, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un rachat programmé de 20 milliards d'euros par mois, une baisse des achats des 20 milliards par mois, on pense que ça entraînera une hausse encore plus marquée de l'euro et une baisse du marché européen. Ça m'amène juste à une toute petite question. Dans votre construction de portefeuille, dans votre indice de référence, vous avez la partie taux qui est hedgée, donc qui est couverte contre le change, ce qui n'est pas le cas de la partie action. Quelles sont vos positions justement aujourd'hui sur le dollar? Vous avez des couvertures sur le dollar? Vous gardez une exposition? On a une exposition sur le dollar, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. On ne pense pas que
que le dollar puisse aller au-delà des 1,20 compte tenu des fondamentaux. Donc nous, on est plutôt pour la fin d'année pour un retour du dollar autour de 1,12, 1,15 pour les raisons qu'on a explicitées tout à l'heure, la réduction de la taille du bilan de la Fed, une politique monétaire qui devrait être plus restrictive aux États-Unis qu'en zone euro avec une hausse attendue des taux aussi en décembre. Tout ça devrait militer pour un rebond du dollar. Il y a aussi le fait que les statistiques économiques aux États-Unis sont de meilleures factures depuis la fin du mois de juin, avec une accélération de la croissance qui milite, à notre avis, pour un repricing du dollar qui devrait se réapprécier et donc favoriser, là aussi, les marchés européens. Une dernière micro-question pour les auditeurs Oui, avec Georges. on a deux questions des auditeurs très différentes. Une première, c'est quelle présence vous avez sur les marchés asiatiques? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous regardez en Europe? Alors sur le marché asiatique, on a une présence puisqu'on on a une exposition d'à peu près 10% sur les marchés émergents, dont plus de la moitié sur les marchés, plus de 70% sur les marchés émergents asiatiques. Là aussi, on considère que les marchés émergents ont bien performé, mais ils vont continuer à le faire parce qu'ils bénéficient d'un rebond de la croissance économique, d'une baisse des taux d'emprunt d'État américains et d'une dépréciation du dollar qui favorise leur compétitivité. À cela, un rebond très marqué des bénéfices des entreprises. Et au niveau macro, on voit que le Brésil sort de la récession, on voit que l'Afrique du Sud s'apprête à le faire, et donc un environnement économique plus porteur que précédent, sachant que l'écart de croissance entre les émergents et les pays développés est en train de s'accroître alors qu'il avait décru au cours des dernières années. Sur l'Europe, on sait très bien, on connaît la faiblesse du marché européen, c'est que le marché européen est un marché dit value, donc des valeurs décotées. Et le marché ne peut remonter qu'avec des secteurs dits décotés qui sont principalement le secteur bancaire. Ce qui fait la force du marché américain par rapport au marché européen, c'est que le marché américain est beaucoup plus diversifié. Ce qui a tiré le marché américain, on le sait très bien, c'est le secteur technologique. Et quand le secteur technologique a moins bien fonctionné, il y a une rotation sectorielle qui s'est mise en place, qui a permis de limiter la baisse du marché américain qui se comporte très bien. Le marché européen, pour monter, il faut que les secteurs décotés, donc les secteurs de l'auto, les secteurs bancaires remontent. Et ce à quoi on assiste depuis quelques semaines, c'est à la baisse du secteur financier en raison de la baisse à nouveau des taux d'intérêt. Donc, si le marché européen veut redécoller, il faut que les valeurs value reprennent de l'altitude face aux valeurs de croissance en Europe. Merci, c'était le premier question de patrimoine de cette nouvelle saison. Merci Malika Douk et merci Laetitia Baldeschi, pardon, je vais finir, d'avoir été avec nous. Georges, on vous attend pour la prochaine? Voilà, nous on se retrouve tous les jeudis, même heure, même format. Jeudi prochain, on ne sait pas encore. C'est mardi, mais c'est pas grave. Mardi, pardon, ça commence bien. Aïe, aïe, aïe. Le jeudi, c'est BFM, mais c'est pas grave. Historiquement, c'était le jeudi. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit. Salut à tous, au revoir.